Merci beaucoup à Anne Lauvergeon qui a bien voulu accepter notre invitation ce matin. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Merci aussi à Henri Veil, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve encore une fois, historien et journaliste Henri Veil qui a interviewé notre invité et qui va modérer le débat et les questions ensuite. Nous sommes toujours fixés par une règle très stricte, on ne dépasse jamais 10 heures du matin, donc sans plus de paroles de ma part, je cède tout de suite la parole à Henri pour commencer la conférence ce matin. Merci beaucoup. Bonjour Anne Lauvergeon. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien. Je rentre de San Francisco, donc un peu décalé. Et qui faisiez-vous à San Francisco ? Eh bien, j'ai passé 3 jours dans un séminaire stratégique en tant que membre du conseil de Vodafone, qui est le plus gros opérateur mobile mondial. Et on a eu le plaisir, l'intérêt de rencontrer un peu tous les grands de la planète Internet, c'est-à-dire entre le président de Google, Apple, Qualcomm, HP, etc. Et voir un peu où on en est dans ce domaine. Vous ne lâchez jamais ? Je lâche jamais, je ne sais pas. Je m'intéresse à beaucoup de choses, oui. Le fait de partir d'Areva, ça aurait pu constituer un coup d'arrêt, ça aurait pu constituer un échec cuisant, ça aurait pu être difficile à vivre. Non, écoutez, Areva, on l'a fondé à une petite équipe il y a un peu plus de 10 ans. On a fait le numéro 1 mondial des énergies non carbonées. Objectivement, c'est vrai que moi je demandais un 3e mandat parce que d'abord il y a eu Fukushima et qui a montré d'une part qu'on avait raison sur le fait qu'il fallait faire du nucléaire uniquement dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité. Et après Fukushima, c'est vrai que l'idée de continuer paraissait d'autant plus évidente que moi je ne suis pas du genre à laisser les choses quand ça devient un peu plus difficile. Mais Nicolas Sarkozy en a décidé autrement, c'est la vie. Et non, moi je suis quelqu'un de très, je pense que la vie elle est plurielle. J'ai toujours su que les choses étaient par définition temporaires. Et donc, non, ce qui était émotionnellement difficile, c'était les adieux, les adieux, les au revoir aux gens. Ça c'est vrai que c'est une sorte de maelstrom émotionnel. Mais pour le reste, j'ai passé de merveilleuses vacances. Mon mari était ravi de me voir plus. Et depuis la rentrée, je fais des tas de choses. Donc non, je ne suis pas ni dans le désespoir ni dans l'arrêt. Nicolas Sarkozy, c'est pas votre ami ? Écoutez, il faudrait lui demander. L'amitié, ça se joue à deux. J'étais, paraît-il, incontournable en 2007. Je le suis plus en 2010. C'est la vie. Moi, disons que je suis peut-être plus constante. Je vous ai posé la première question sur votre état de santé et de savoir dans quel état d'esprit vous vous trouviez. Car aujourd'hui, paradoxalement, vous faites plus la une de l'actualité que lorsque vous étiez industriel, puisque vous avez quitté la présidence d'Areva, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se font. On a l'impression qu'en coulisses, il y a beaucoup de règlements de compte. Oh oui, il y a eu ça c'est clair, il y a eu des règlements de compte qui sont en train d'ailleurs de tourner un peu. C'est un peu l'arroseur arrosé ou le boomerang australien, je ne sais pas comment il faut le. Oui, c'est quelque chose pour moi qui est toujours très énigmatique. C'est-à-dire, moi d'abord je ne sais pas ce que c'est que la haine. Je ne déteste jamais personne. Et je ne comprends pas très bien comment des gens peuvent effectivement essayer de régler des comptes a posteriori. Alors, certains m'expliquent que c'est parce que certains ont peur de moi, entre guillemets. Le retour d'Atomic Anne, ça leur fait peur. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi vous a-t-on surnommé Atomic Anne ? C'est une invention américaine. Ouais. Faut le demander à celui qui l'a trouvé. J'ai trouvé ça très très bizarre au début. Mais c'est valorisant. Vous faites peur. Faut dire, j'ai préféré Atomic Anne au truc précédent. Qui était Queen of Nukes. Donc, je trouvais ça plutôt plus sympa. Donc, je n'ai rien dit. De toute façon, vous n'y pouvez pas grand-chose. Absolument. Alors, Atomic Anne, vous n'êtes pas énarque, vous n'êtes pas socialiste. Nobody is perfect. Exactement. Je crois que ça n'a pas changé grand-chose dans votre carrière.
On vous a connu, les journalistes ont commencé à vous connaître lorsque vous avez intégré le cabinet du président de la République, qui était François Mitterrand. Et puis ensuite, on vous a nommé, comme souvent les journalistes dans les façons de nommer trouvent un terme qui convienne bien. Alors, je sais pas, Atomic Anne est devenue, ou avant, elle n'était pas encore, Sherpa du président, c'est-à-dire la femme qui préparait les sommets internationaux pour le président et qui était sa représentante, et notamment à l'époque les G7. Comment vous êtes arrivé ensuite? Alors peut-être intéressant de nous parler de cette époque, de ce parcours auprès de François Mitterrand, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Comment j'y suis arrivé? Écoutez, ça montre que l'ascenseur républicain fonctionnait. Je ne sais pas s'il faut le mettre à l'imparfait ou au présent, j'en sais rien. En tout cas, fonctionnait encore, si on regarde ça d'un point de vue pratique. Moi, je suis rentrée à l'Élysée de manière stupéfiante. C'est-à-dire sur un CV. Ce que personne ne peut croire, mais c'est vrai. Mais nous vous croyons, Madame Verchon, je vous promets. Alors, pourquoi l'ascenseur républicain? Parce que moi, je viens d'un... je viens du côté de mon père, du côté de ma mère, de familles très différentes. Du côté de mon père, un milieu très modeste, laïque, plutôt de gauche. Et du côté de ma mère, bourgeois, catholique, de droite. Et bon, mes parents, c'est une grande histoire d'amour. Donc, mais on a été élevés de manière très stéréophonique. C'est-à-dire que on avait les deux côtés. Je trouvais ça très très bien d'ailleurs. Ça permettait de mettre les choses en perspective. Bon, moi j'ai deux frères. On a été élevés de manière... garçons et filles, il y avait la vaisselle à faire et à mettre le couvert, donc il n'y avait pas de décision, il n'y avait pas le côté garçon-fille. Moi, j'ai cru d'ailleurs très longtemps que c'était un sujet qui avait été résolu par la génération qui m'avait précédé. Et donc, l'égalité homme-femme était un sujet... Bon, j'ai fait des études scientifiques, où d'ailleurs on voit très peu de femmes, mais enfin en même temps, il y a une égalité stricte dans tous les sujets. Normal sup. Ce qui est quand même pas rien, même si vous n'avez pas fait l'ENA, normal sup, bien. Le corps des mines. Vous êtes agrégé des sciences physiques et le corps des mines. Voilà, donc j'avais les diplômes. En même temps, c'est vrai que je suis rentrée à l'Élysée sur un CV, c'est-à-dire j'avais pas de piston ni rien. D'ailleurs, très honnêtement, j'ambitionnais pas spécialement d'aller à l'Élysée parce que ça me paraissait un autre monde. Donc, quelqu'un m'a demandé si ça m'intéresserait. Ça m'intéressait, j'ai donné un CV, mais vous savez, comme on envoie un CV dans une bouteille à la mer. Et à ma grande surprise, j'ai été convoqué. Et voilà. À l'époque, j'étais en train de partir dans des entreprises. Donc, vous voyez, j'étais dans un... Vous envoyez une bouteille à la mer et c'est le père, alors, qui lui vous récupère. Donc, François Mitterrand. Comment était-il? Quelle image gardez-vous de cet homme? Notre première rencontre, alors je l'ai paraît-il rencontré petite dans la Nièvre, mais chez mes grands-parents, mais je m'en souviens absolument plus, bien sûr. Le premier contact, on est au Pakistan. Je suis à l'Élysée depuis voyage officiel. Je suis à l'Élysée depuis 10 jours et je découvre qu'il me croit nivernaise, ce qui n'est pas entièrement vrai. C'est vrai du côté de mon père, mais c'est pas. Il me dit ah là là, on est loin de la Nièvre. Je dis oui. Il dit je crois que j'ai bien connu votre père. Et j'ai dit non, c'était mon grand-père. Donc déjà, ça commençait... Et je pense que c'était assez à l'aune de nos relations futures, c'est-à-dire, moi j'ai toujours été très franche. Et donc, voilà. C'est quelqu'un qui était... moi, c'est quelqu'un qui me manque. Au sens où... c'était quelqu'un d'extrêmement intéressant pour parler de toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'on pouvait parler d'énormément de choses. Il ne vous jugeait jamais. Donc, les conversations qu'on a avec lui, enfin, j'aimerais énormément parler avec lui de la campagne électorale, par exemple, de ce qui va se passer, de ce qu'il faut faire, comment, de ce qui se passe en Europe, de l'euro, du printemps arabe, de toutes sortes de choses. Comment se passe la sortie de l'Élysée? Pareil, moi j'ai toujours su qu'il y avait un début et une fin, donc
Je pars donc en mai. Alors, ça s'est passé de manière peut-être très atypique, au sens où Jacques Chirac m'a demandé de faire la transition pour préparer le sommet de G7, G8. Très atypique, et d'ailleurs ça a fait très forte impression sur les autres pays. C'était la première fois que la France donnait un spectacle comme ça, de transition douce, harmonieuse, et je crois que c'était très bien. Donc j'ai continué à travailler jusqu'à Halifax, et puis je suis partie chez Lazare. Mais non, moi j'ai pris ça, comment dirais-je, avec beaucoup de... J'étais très contente d'être arrivée au bout. Ça avait été très dur sur beaucoup de sujets, à tout point de vue, mais voilà, non. Satisfaction du devoir terminé. Chez Lazare, vous devenez banquière. Je ne sais pas si je suis devenue banquière, mais enfin associé gérant. Associé gérant, mais selon le terme générique. Et c'est là que peut-être Atomic Anne se manifeste la mieux, non? Parce que vous avez avec la famille Veil, vous avez quelques difficultés avec Édouard Stern. Avec Édouard Stern, oui. On a eu quelques petits problèmes avec Édouard. Édouard Stern, il est mort, donc... Et en même temps, je lui sais gré d'ailleurs de beaucoup de choses, parce que c'est lui qui m'a permis de rentrer... En fait, j'étais pas faite pour être chez Lazare, au sens où je pense pour être associé gérant, faire du M&A, il faut avoir un rapport particulier à l'argent. Il faut aimer ça. Et vous n'aimez pas l'argent? Je ne suis pas fasciné par l'argent. Donc il me manquait une dimension. Mitterrand disait non plus qu'il n'était pas fasciné par l'argent. Lui, peut-être pas, il n'a jamais été associé gérant chez Lazare. Donc moi, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, quand j'ai fait cette... oui, il faut savoir se... Moi, je pense bien ça, vendre des produits, l'entreprise dans laquelle je suis, mais me vendre moi-même, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile pour moi. Personne ne sait. Si. Si? Ah si, oh là là. Si. Des gens qui savent. Ensuite, vous passez chez Alcatel. Alcatel, donc c'est grâce à Édouard Stern, parce qu'il publie à l'époque, il fait publier un petit article dans les Échos qui annonce que je vais partir de chez Lazare, ce qui à l'époque n'est pas vrai. Et puis pour la première fois, ça c'était formidable, j'ai eu des tas d'offres d'emploi devant moi. Donc d'autres banques d'affaires, d'entreprises. Et là j'ai eu le choix. Et là c'était merveilleux, donc j'ai choisi Alcatel. Alcatel, vous restez 2 ans, c'est des cycles de 2 ans. À chaque fois pour des raisons différentes. Ouais. Là, je pars avec Serge Churuc, oui. L'école Churuc, donc une école dure, mais qui m'a été très utile. Donc moi, chez Lazare, j'ai appris le M&A. Avec Churuc, je vais apprendre la mise sous tension d'une entreprise. Mais alors ça... Et puis on est en 99. On est dans une entreprise télécom, très à la mode, Internet, on est dans le boom. Et... Je suis dans le plus grand groupe français. C'est Alcatel-Alstom, c'est un groupe qui comporte des tas d'entreprises, c'est énorme, et qui, sous la pression des marchés, va se mettre, contrairement à Siemens, va se mettre à vendre toutes ces activités qui sont considérées comme plus à la mode. Donc les marchés disent il faut se concentrer sur les télécoms, devenir un pur player des télécoms et laisser tomber toutes les autres activités. Alors le truc qui me perturbe beaucoup, moi, c'est qu'on vend quand même toutes les activités rentables et on garde celles qui le sont moins. Et puis, à chaque fois qu'on achète une start-up, alors je rentre de Californie, j'ai vu des start-up encore géniales, mais à chaque fois qu'on achète une start-up avec 40 ingénieurs dedans, 20 ingénieurs qui vaut 1 milliard, 2 milliards, boum, le cours de bourse flambe, mais là aussi, la rentabilité ne s'améliore pas, pour ne pas dire plus. Et donc ce modèle-là, où il n'y avait pas de contenu quelque part, moi commence à m'effrayer profondément. Et quand on me propose à 2 reprises, dont je dis non la première fois, je dis oui à la deuxième, de partir chez Cogema, j'ai une semaine pour me décider, et au bout de la semaine je dis oui. Et j'ai pas trop regretté parce que je pense qu'après, effectivement, la fin du boom Internet a été très très rude. Alors en même temps, c'est un choix complètement paradoxal que j'ai fait. De toute
façon, moi, j'ai fait une carrière financièrement à l'envers. À chaque fois que je fais une étape de plus, je sais pas, entre Alcatel et Cogema, je divise par 2 mon salaire, je perds mes stock options, enfin bon. Non, voilà. Mais ça compte pas. C'est le pouvoir qui vous intéresse ? Le pouvoir, non, c'est le fait de faire, le fait de construire. Et alors, c'est vrai que Cogema, en plus, c'était quand même à peu près la société la plus détestée de France. Donc, je partais avec... Alors, Cogema, vous arrivez en tant que présidente, nommée par le ministre des Finances de l'époque. Vos collaborateurs, ils vous appellent Madame le Président ou Madame la Présidente ? Ah, gros sujet au démarrage. Alors là, ça m'a toujours été parfaitement indifférente et de toute façon, la vraie dénomination était rapidement Anne. Donc le problème ne se posait plus. Anne, un magazine américain fait ça chaque année. Il vous considère comme l'une des 100 femmes les plus influentes du monde, rapidement, à votre arrivée à Cogema. Areva après. Cogema Areva, oui. Oui, Cogema, c'était pas très... Oui, puis c'était pas très porteur. Hein. Quand vos collaborateurs vous apprennent que vous êtes l'une des 100 femmes les plus influentes du monde, vous gonflez les pectoraux ? J'ai fait mieux, 100 personnes les plus influentes du monde. Oui. À 2 reprises. Pas les femmes. Time Magazine. Et donc ? Non, ces classements-là, ça vous fait... en général, ça sort à la fin de l'année, vous êtes content pour 2 jours, quoi. Enfin, c'est comme les félicitations à l'école, au trimestre. Vous dites, tiens, c'est sympa, puis vous passez à autre chose. Non, ça n'a aucune... Non, le truc marrant, c'est les classements des femmes les plus puissantes du monde. Parce que ça, pour mon fils, il a toujours cru que ça voulait dire les femmes les plus musclées du monde. Et donc... Vous astreignez un peu de gymnastique le matin ? Le matin, non, mais je fais du sport. Mais vous avez le temps ? Je le prends parce que c'est nécessaire. Ça vous vide la tête quand même. Même lorsque vous dirigiez ce groupe ? Ouais. J'essaie de courir, je fais un peu de natation. J'essaye. Alors vous décidez de construire un groupe nucléaire intégré. C'est votre décision ou c'est celle de vos actionnaires dont l'État ? Non, il y avait 2 options, 3 options. Il y avait ne rien faire. Forcément l'option la plus tentante. On prend moins de coups. Il y avait l'option développée par le président de Framatome de l'époque qui était de transformer sa société en société de connectique et de la coter en bourse. Ça, c'était l'option dominante qui était très à la mode en 2000. Et puis, on est toujours dans le rêve Internet. Et puis, il y avait ma solution qui consistait à intégrer tout. Donc, quand on est parti sur cette thèse-là, on était très, très, très minoritaire et a priori totalement battu. Et on a gagné. Parce qu'on avait le meilleur projet. On peut comparer ça. On peut comparer ça à la future présidentielle. Nous avons gagné parce que nous avons le meilleur projet. Non, ça ne suffit pas d'avoir le meilleur projet, bien évidemment. Il faut savoir le défendre. Mais quand vous le défendez et que vous y croyez et que quelque part... Alors là aussi, moi c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dans la vie. Plein de gens, très gentiment d'ailleurs, sont venus me dire « Mais Anne, on est en 2000, il y a des élections présidentielles en 2002, ton mandat, prends pas un risque pareil, joue là... Profil bas. Jamais calculer ça comme ça. Je pensais profondément qu'il fallait effectivement intégrer complètement le nucléaire, faire... Donc je me suis battu pour, puis voilà. Non, j'ai toujours considéré que mon propre sort était un détail par rapport à des sujets qui me dépassent. Donc je n'ai jamais fait une carrière. Par exemple, quand j'étais à l'Élysée, je me souviens, je me suis beaucoup battu pour un truc qui s'est planté, donc qui était la Skoda devait être repris par un autre constructeur automobile. Et il y avait 2 candidats, il y avait Volkswagen et Renault. Renault était parti un peu tard, on va me dire très tard. Il était venu nous demander de l'aide, et moi je m'y suis mise à fond. Je suis allé, à l'époque c'était encore la Tchécoslovaquie, on était plusieurs fois, on s'est battu, etc. On a perdu, Volkswagen a gagné. Mais avant ça, je me souviens d'un ami énarque qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais Anne, tu prends des risques, tu me fais peur.
J'ai peur pour toi. Je dis, ah bon, mais pourquoi Il dit, mais enfin, tu te rends bien compte que cette affaire Skoda, le risque de perdre est très grand. Je dis, oui, ça c'est évident qu'on est à 80-20. D'ailleurs, la preuve, bon. Mais c'est très mauvais pour toi. Pourquoi tu te bats sur un sujet pareil ? Je dis 80-20, si on fait rien, c'est 100-0. Donc, si on... les batailles, il faut aller les mener. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens dont le raisonnement est effectivement, si je suis pas sûr de gagner, j'y vais pas. Non, moi je me bats dès lors que je pense qu'il faut se battre. Voilà. Donc, je ne m'économise pas. On va le voir d'ailleurs dans la suite de votre parcours. Areva porte le nom d'une abbaye espagnole, pourquoi ? Abbaye cistercienne. Parce qu'il y avait un journal qui... Alors, quand on a voulu faire donc Areva, ça s'appelait Topco, le nom de code, puis il fallait lui trouver un nom. Alors dans ces cas-là, on prend une des entreprises qui sont spécialisées pour trouver des noms. Et il y en a une qui est connue en France, s'appelle Nomen, qui trouve des noms, qui a trouvé beaucoup de noms. Alors à l'époque, c'était la mode des X et des Y. Bon. Et un journal a décrit l'architecture de Topco en disant que l'architecture qu'on avait faite avait la rigueur et la beauté de l'architecture d'une abbaye cistercienne. Alors moi, je suis une historienne ratée. Mon père est un vrai historien. Je me suis dit, génial, est-ce qu'il y a des abbayes cisterciennes dont le nom pourrait coller ? Alors en France, Cîteaux, Senanque, bon, c'est pas des noms qui sont très très faciles à donner à une entreprise. Et on a trouvé, en faisant le tour d'Europe, Arevalo. Et en jouant avec, on a enlevé le lot et on a fait Areva. Et alors on l'a mis dans la liste des noms de domaines qui ont été testés dans toutes les langues possibles et imaginables. Et c'est le nom qui sortait le mieux, qui donnait l'image du dynamisme, apaisé, enfin tout ce qui était bien. Donc, et qui était très peu pris. Donc on s'est appelé Areva. Alors, au passage, on a découvert qu'ensuite, Arevo, ça veut dire soleil en arménien. En plus. Quelle actualité. Donc Areva se crée, mais toutefois, messieurs, une femme à sa tête. Bah oui. Il y a quand même de très très bons industriels hommes. Bah, c'est vrai, il vaudrait mieux qu'il soit à 100% qu'à 98%. Voilà, exactement. C'est vrai. Mais vous en faites pas, ça y est, c'est fait. Vous avez eu nous sommes revenus enfin dans un monde normal. Vous avez eu justement à être la cible d'attaques aussi minables ? Oh bah pas comme ça, pas aussi direct, non. Non, mais d'être une femme, je pense que c'est plutôt un avantage au niveau commercial, pour les clients, pour tout ça. Ça, je pense que les attaques, elles sont plutôt dans le microcosme français, où effectivement, dès lors qu'Areva, on s'est mis à le faire décoller, à le développer, parce que quand on le fait, personne n'y croit, donc tout le monde regarde ça avec un air un peu dégoûté. Kojima au passage aussi à l'époque, personne n'en voulait. Quand on en fait une entreprise de référence attractive, etc., bon, il y a un certain nombre d'hommes qui se sont dit qu'effectivement, après tout, cette fois-ci, c'était un truc pour eux, quoi. Bien sûr. Pousse-toi de là, je m'y mette. Absolument. Et alors, pour ceux qui vous connaissent pas vraiment, dans les premiers mois, on connaît votre personnalité, on l'appréhende un peu mieux, les journalistes économiques de même. On s'aperçoit que la femme de pouvoir s'est attaquée, le pouvoir, lui reprochant le manque de vision stratégique de l'État actionnaire. Est-ce que je dis pas est-ce que, c'est une manifestation d'indépendance qui passe quand même assez mal? Oui, je pense que je suis quelqu'un d'assez libre. Alors, le manque de vision de l'État stratège, ça c'est une constatation dans le nucléaire qui est quand même... ou alors on comprend rien à tout ce qui s'est passé. Moi, en 10 ans, 4 premiers ministres, 10 ministres des Finances, j'ai à peu près tout vu comme thèse sur ce qu'il fallait faire. Et son contraire. Et son contraire, mais sans continuité. Ouais. Or, moi, ce que j'ai essayé de faire à mon modeste niveau, c'est d'avoir une boussole. Vous savez, les nucléaires, les renouvelables, c'est de l'industrie lourde. Vous ne pouvez pas vous permettre de changer de stratégie tous les 4 matins. Vous êtes sur un sujet clair. Moi, j'ai défini en équipe ce qu'on pensait devoir faire en 2003.
On a dit, ben voilà, il faut faire tant d'investissements, il faut une augmentation de capital de 3 milliards d'euros, la stratégie, c'est le modèle intégré, c'est ça qui nous permet de gagner des parts de marché. Ben voilà, on n'a jamais changé. Et il faut faire du nucléaire et des renouvelables parce que c'est complémentaire. Alors, moi, je veux dire que j'ai vu tout, j'ai tout entendu. Il fallait nous marier avec Alstom, avec Bouygues, il fallait refaire avec EDF, il fallait découper en morceaux, il fallait... je veux dire, voilà. Ce qu'on peut me reprocher, c'est la constance. C'est difficile de lutter face à ces pressions. C'est pas difficile d'être constant. Non, parce qu'intellectuellement, c'est quand même beaucoup plus facile. Bien sûr. Puis industriellement, c'est la seule façon d'être. Enfin, vous pouvez pas faire autrement. Moi, d'ailleurs, j'aurais commencé à faire autrement. Je pense que j'aurais terminé tel caméléon sur le tissu écossais. J'avais plus qu'à me suicider sur le tissu, là, je devenais folle. Alors, ou pour vous récompenser, ou pour vous calmer, en 2007, on vous propose le poste de ministre des Finances, Nicolas Sarkozy, poste que vous refusez. Comment le prend-il, le nouveau président de la République ? Pas très bien. C'était étonnant. Vous pouvez nous raconter un peu la scène, si vous... Je lui ai dit non pendant 50 minutes, et bon, comme je suis quelqu'un, enfin non, gentiment, avec des arguments. On peut dire pourquoi j'ai dit non d'ailleurs. Enfin, j'ai pas dit non parce que je ne voulais pas être ministre, parce que et j'ai eu le sentiment de servir mon pays pendant un certain nombre d'années, donc je n'étais pas non plus, je me sentais pas coupable. Je n'avais pas envie de devenir ministre de Nicolas Sarkozy parce que je savais, c'est marrant, je sentais très bien aussi comment ça allait se passer. C'est-à-dire, les ministres apprendraient par la télé les choses. Et puis, je savais aussi que derrière, on saucissonnerait Areva. Et ça, je ne voulais pas. Donc, je lui ai expliqué très gentiment pendant 50 minutes. Et puis, j'ai été sauvée par Tony Blair, qui est arrivé. Il y avait François Fillon et Claude Guéant qui étaient dans les parages. Intéressant d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas fait venir François Fillon, mais Claude Guéant. Et il lui a résumé notre entretien en disant « Anne est presque d'accord ». Alors là, j'ai eu un moment de perte de point de repère. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Il venait d'être élu président de la République, en plus. Moi, j'ai un énorme respect pour la fonction présidentielle. Donc, ça a duré 3 jours, et puis voilà. Alors, c'était compliqué, d'ailleurs, parce que j'avais Je fais partie du conseil international du gouvernement sud-africain. Et en fait, ça se présente, on passe 2 week-ends par an là-bas avec le président de la République sud-africaine et puis ses ministres pour discuter de leurs réformes et de ce qu'ils doivent faire, etc. Et j'avais un week-end là-bas. Et c'est tout cela à me dire, Anne, mais il faut que tu y ailles, t'as pas le choix. J'étais là en train de... C'est pas vrai, ils sont tous en train de me... Ça a été... Les pressions de partout ont été quand même assez rudes. Et avec mes enfants, alors mes enfants, très, 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 très contre. Très contre vous. Très contre moi aussi. Vous résisterez souvent durant ces 5 années à Nicolas Sarkozy. Ouais, ça a été un peu dur. Au début, il veut nous fusionner avec Alstom et sortir Siemens, ce qui finit par se produire, hélas. Non pas fusionner avec Alstom, mais sortir Siemens. Et puis après, ça a été EDF. Avec une vision d'ailleurs assez étonnante, qui est qu'EDF... en fait, la meilleure comparaison qu'on peut faire, c'est avec les avions. L'idée, c'est EDF va vendre le nucléaire français à l'international. Alors, si je vous dis ça, vous ne trouvez pas ça choquant. C'est comme si on disait Air France va vendre des Airbus. Le problème, c'est Air France vend des Airbus à qui ? Aux concurrents d'Air France. EDF, c'est pareil. EDF, il est mal placé il peut être bien placé dans certains cas, mais en général, il est mal placé pour aller vendre à ses propres concurrents du nucléaire. Et donc, on a essayé d'expliquer que ce modèle-là ne marchait pas. D'ailleurs, la preuve qu'il ne marche pas, c'est que EDF n'a pas rien vendu en 2 ans et demi. Et pourquoi ce mécanisme-là ?
M. Proglio a l'air d'avoir plus de capacité que moi. Vous l'aimez beaucoup, Henri Proglio? Moi non, je vous dis, je suis quelqu'un de très équanime. Lui, il n'a pas l'air de m'aimer beaucoup. Certes. Non, je suis pas... C'est la vie. Après 3 mois... J'ai un très grand fond d'indifférence. Ce qui m'évite... j'ai jamais eu d'ulcère, j'ai pas de... Voilà. Ça me permet d'être c'est beaucoup de qualité, ça. Heureuse et souriante. Et vous êtes heureuse et souriante avec nous ce matin. Après 3 mandats à la tête d'Areva, votre stratégie... Deux, pardon, oui. Votre stratégie, écoutez, peut-être nous allons tous voter comme un conseil d'administration et on va virer Oursel et vous mettre à la place. Après 2 mandats à la tête d'Areva, votre stratégie est critiquée. C'est l'EPR finlandais, le coûteux retard, l'échec de vente de réacteurs à Abu Dhabi. On se sert beaucoup de ça contre vous. Oui, c'est Luc Oursel qui était en charge des 2 sujets. C'était votre collaborateur quasi direct. Ah ben il était en charge de tous les réacteurs, donc il est en charge de ces 2 sujets, oui. Vous sentiez que... Donc, ça montre bien que c'est pas la raison. Vous sentiez qu'il y avait déjà en coulisses des choses qui se tramaient? Oh oui, attendez, c'était pas dans la coulisse, c'est dans tous les journaux. Ah non. Comment on réagit à ce moment-là? Ou alors il aurait fallu que je sois autiste pour pas le voir. Non, attendez, c'est les essais de déstabilisation étaient non-stop. Comment on réagit? On fait son boulot, voilà, point. Vous savez, dans la vie... En 2006, vous souhaitez sécuriser l'approvisionnement d'Areva, vous achetez Uramine? On n'a pas seulement... On l'a acheté en 2007 et on n'a pas seulement fait Uramine. Mais c'est ça qui revient aujourd'hui dans l'actualité. Oui, mais enfin, c'est un comment dirais-je, c'est une forme c'est une instrumentalisation. On a acheté, en fait, sur la mine, l'ensemble des d'abord, il faut voir la création de valeur qu'on a faite pour les actionnaires, sur Areva en général. Quand on a démarré Areva, en 2001, l'action est à 14 €. Elle est, quand je pars, à 19 €, et elle est aujourd'hui à 18,90 €. Donc 14 €, 19 €. Pendant ce temps-là, le CAC 40 a fait moins 15%. Donc ça, c'est déjà une mesure objective de la création de valeur pour les actionnaires. Si vous prenez la mine seulement, les activités minières, on était 3e producteur mondial, on est passé au rang de 1er producteur mondial, plus 30% de production, avec le portefeuille géographique le plus large, et des performances financières de la mine qui sont les meilleures au monde par rapport à nos différents concurrents. Alors, la majeure partie de la croissance minière qu'on a faite a été une croissance organique, c'est-à-dire on a développé les mines qu'on avait déjà, et puis on est allé essayer de développer... gagner des nouveaux permis, développer des nouveaux pays. C'est par exemple le cas du Kazakhstan. On n'était absolument pas, et on a la mine la plus rentable du monde aujourd'hui au Kazakhstan. Alors on a essayé aussi de faire de la croissance par acquisition. Et en 2005-2006, il faut voir que le prix de l'uranium a énormément augmenté. Dieu merci d'ailleurs, parce qu'au début des années 2000, on était à 7 $ la livre, c'est-à-dire qu'on était dans un... Alors pourquoi on était aussi bas ? Aucune mine ne faisait 7 $ la livre. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune production minière qui était rentable. En fait, les Russes avaient d'énormes stocks militaires d'uranium enrichi. Ils touillaient pour les rendre un peu moins enrichis. Et ils vendaient ça. Alors, eux, c'était des stocks qu'ils avaient eus pour 0. Donc, ils le vendaient à un prix complètement cassé. Et ils en ont vendu, à partir de 90-91, des quantités colossales en cassant complètement le marché de l'uranium. Ce qui fait qu'au passage, d'ailleurs, il n'y avait plus de recherche ou d'exploration dans le domaine de l'uranium, ou très peu, et il n'y avait plus que 2 entreprises qui travaillaient encore un peu sérieusement là-dessus, Cameco, un Canadien, et Cogema. D'ailleurs, à l'époque, Cogema, quand je suis arrivé en 1999, l'État français m'avait dit « mais pourquoi on ne vend pas les mines d'uranium ?» Donc, c'est vous dire s'il y avait un enthousiasme sur le sujet. Donc, on ne l'a pas fait. Et 2003-2004, on commence à voir... Alors d'abord, il y a des gens qui font des tas de calculs, parce que comme les stocks militaires, ces stocks russes avaient forcément une fin. Mais c'était des stocks militaires, donc secrets. Comment réussir à voir la taille de ces stocks russes? Alors, il y a les stocks militaires qui devaient rester militaires. Comment les surplus
combien de temps ça allait encore durer. Ça faisait 10 ans que ça durait, 11 ans, 12 ans. Est-ce que... Bon. Alors des gens ont fait des calculs absolument extraordinaires en partant de la géologie, d'où les Russes avaient sorti leur uranium, qu'est-ce qu'ils avaient déjà vendu, de quoi ils avaient besoin pour leurs propres besoins militaires, de quoi ils avaient besoin pour leurs propres besoins civils. Et les gens sont venus me voir en 2003-2004 en me disant « ça y est, c'est la fin ». Ils vont arrêter de vendre n'importe quoi, n'importe comment, on va rentrer dans un autre cycle. Et donc, nous, on se dit « génial », les prix vont monter. Comme 2003-2004, c'est aussi le démarrage, on fait énormément de promotion là-dessus, la renaissance nucléaire, l'appétit pour l'uranium arrive. Alors on passe de 7 $ la livre prix spot à 20, ce qui en soi déjà est fantastique, et il ne va pas cesser de monter. Et on va avoir un maximum à l'été 2007 où on monte à 136 $. Donc vous voyez, 7 $, 136 $, vous imaginez le... Alors aujourd'hui, il s'est pas du tout effondré, il est à 55 $ environ, donc on est resté sur des chiffres qui sont suffisamment élevés. Alors, ce prix de l'uranium qui monte, un appétit pour le nouveau nucléaire, donc l'enjeu uranium redevient considérable, le fait de chercher des réserves, alors les Chinois en particulier, mais aussi les Indiens, les Brésiliens, les Canadiens se mettent à chercher partout de l'uranium avec ce phénomène qu'on appelle les juniors minières, mais en fait on pourrait appeler ça des start-up, c'est-à-dire des entreprises très rapides par rapport aux éléphants que sont les grosses entreprises minières, très rapides, attrapant des permis, faisant quelques forages, allant se coter une première fois à Londres et puis une deuxième fois quand c'est un peu plus gros à Toronto. Donc nous, on démarre un plan turbo pour essayer et on trouve un truc génial, en discutant, Olympic Dam. Olympic Dam, c'est la plus grosse mine australienne dans laquelle il y a de l'uranium, du nickel et du cuivre. Et on passe un deal avec les Australiens, un deal formidable, parce que c'est 35% des réserves prouvées d'uranium au monde. Cette mine, c'est un truc gigantesque. Bon, puis l'Australie est un pays très stable, parce que la géopolitique est aussi importante. On passe un deal avec eux. Ils veulent 8% du capital d'Areva, ce qui est quand même pas contre 35% des réserves d'uranium mondiales. Et hélas, l'État français ne voudra pas. Donc nous ratons ça. Alors, ça a été le grand désespoir de 2006. Et on s'est dit, bon, ben voilà, et on y a passé du temps. Et on s'est dit, mais il faut absolument qu'on trouve... Bon, alors dans les juniors, elles avaient grossi. Prix de l'uranium montant, elles grossissaient de plus en plus, elles valaient de plus en plus cher. Si je prends, il y avait 4 juniors qui avaient du sens. Première qui s'appelait Paladin, Uranium One, Uramine et Bannerman Resources. Paladin, en 2007, au moment où on fait l'opération Uramine, vaut 15,7 milliards de dollars. Uranium One vaut 8 milliards de dollars. Bon, tout ça, c'est tout à fait hors de portée de nos capacités financières. Bannerman Resources est trop petite. Donc c'est Uramine qui est un peu le système idéal. Uramine, c'est 3 gisements. C'est pas des mines, c'est des gisements, mais ils sont tous presque à l'état de gisement. Et on regarde ça. Et alors, en même temps, plus le temps passait, plus les prix montaient. On est début 2007, les prix montent, mais tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, on a... bon. Alors, en plus, on a tous les rapports d'analystes vous expliquent que demain sera encore pire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vous annoncent, ce qui n'était pas une mauvaise nouvelle non plus pour Areva, qui était en passe de devenir numéro 2 mondial en production, que l'uranium va être à 150 ou 200 $. 2008. Alors bien sûr, personne n'a vu la crise financière arriver, donc la crise des matières premières. Et donc on a acheté, alors toute transparence, avec toute la gouvernance, parce qu'à un moment donné, au début d'ailleurs de cette affaire, quand c'est sorti, soi-disant, a posteriori, j'avais acheté ça toute seule dans un coin, comme si c'était imaginable une seconde de faire un truc comme ça dans le système étatique français. Donc on a acheté effectivement pour 2,4 milliards de dollars, donc 1,8 milliard d'euros, 3 gisements, et on a acheté en fait sur des bases. Pourquoi cette valorisation ? C'est 60 000 tonnes d'uranium. Alors les vendeurs nous en présentaient 90 000, donc on avait pris 30% de précaution, on a eu raison, parce qu'aujourd'hui on en a prouvé 63 000 tonnes, donc 5% de plus, mais heureusement qu'on a mis moins 30%.
Et puis, on a pris un prix de l'uranium à vendre, $75. Bon, aujourd'hui, je vous le disais, on est à $55 spot, et long terme, donc qui est le prix de référence, on est grosso modo à $70. Donc on est très 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 peu loin. Alors, ce qui a eu lieu, ce qui a été décidé par le nouveau directoire, mais sur des règles mathématiques, c'est de faire une dépréciation d'actifs. Bon, c'est pas une perte, il n'y a pas de perte cash, il n'y a rien. C'est de dire, ok, pour faire remonter le prix de l'uranium, qui remonte d'ailleurs fortement en ce moment, là, nous allons mettre sous cocon pendant 1 an telle et telle installation. Dépréciation d'actifs miniers, tous les grands groupes miniers en font très régulièrement. Et donc, ils ont voulu faire présenter ça comme une sorte de scandale, escroquerie, je sais pas quoi, enfin, avec des gros mots partout. Et bon, parfaitement scandaleux. Alors, là où le scandale est à double échelle, si on peut dire, en ce qui me concerne, c'est qu'en plus, j'ai découvert que je m'étais fait espionner. Vous avez espionné mon mari. Et votre mari. Pendant ce temps-là. Voilà. Donc, c'est pas très agréable, c'est des mœurs de barbouze. Et vous avez déposé plainte ? Ben, j'ai beaucoup hésité, je vais vous dire, parce que on a passé 3-4 jours avec mon mari à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et puis on s'est dit que si on ne faisait rien, si on ne disait rien, ben, on était complices. Complices de ce genre de pratique. Donc on ne pouvait pas accepter, donc il fallait faire quelque chose. C'est la première fois de ma vie que je porte plainte à titre personnel d'ailleurs. Je ne sais même pas comment on faisait. Donc vous voyez, je suis pas... Donc vous n'êtes plus déconnecté de la réalité du terrain. Qu'est-ce que vous pensez de Luc Courcel, votre successeur à la tête du groupe ? Oh, joker. Vous aviez un joker. 500 jours de détention pour 4 otages enlevés au Niger qui travaillaient pour le groupe. Comment avez-vous... 3 maintenant. 3 maintenant. Comment avez-vous vécu cette prise d'otage d'Arlit ? Comment je la vis, parce que... Comment vous l'avez vécu ? Comment la vivez-vous aujourd'hui ? Je la vis en... Ben, on a donc eu... On a eu donc 7 personnes qui ont été enlevées, un salarié d'Areva et sa femme, et 4 salariés de Vinci. Absolument. Oui, ça a été, c'est quelque chose de très très dur. Vous aviez suivi les préconisations des gens de la sécurité ? Oh ben oui, enfin non, attendez, ça se passe pas comme ça. C'est la sécurité qui fait les règles. C'est pas moi. Vous, évidemment, mais les gens, le directeur de la sûreté ou de la sécurité du groupe, a-t-il suivi les préconisations des consultants ? Ah oui, enfin oui, il y a pas. Non, ça sur cette. Non, il y a pas eu de. A posteriori, vous vous dites toujours, mais on aurait pu faire plus et mieux, toujours, mais il n'y a pas eu de manquement caractérisé, quoi. Il y a des négociations. Est-ce que oui, il y a des négociations, bien sûr. Alors, il y en a 3 sont sortis. Ça a coûté cher à Areva, ça ? Ça a coûté une rançon, oui. Combien ? Bon, on l'a pas dit. Mais vous l'avez payé ? Écoutez, dans ces cas-là, oui, bien sûr. Comme dit l'État, on ne paye jamais. Tout le monde le fait. Alors, mais non, mais tout le monde le fait, bien entendu. Non. Je pense que c'est pas... l'argent là-dedans est dérisoire. Enfin, c'est pas ça le sujet. Hein. Bien entendu. Mais c'est pas vous qui menez les négociations directes. Enfin, c'est pas le groupe, c'est la DGSE. Je ne suis pas allé voir Abou Zeid. Non, c'est via des canaux type DGSE. Vous y pensez vraiment tous les jours, hein ? Ah oui. Mais je suis d'ailleurs, pour moi, je vais me dire à titre très, très égoïste, mais le plus terrible c'est l'été, parce que là-bas il fait très 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 chaud. Là, la situation est quand même plus facile à vivre, si on peut dire, parce que Françoise Laribe, donc, qui a été libérée en février dernier, quand elle raconte les conditions, c'est les conditions où ils ne sont pas menacés, il n'y a pas de violence morale ou physique. Mais ils vivent dans les conditions où vivent ces gens-là, et eux vivent dans des conditions extrêmement minimalistes. Hein. Vous l'avez vu, Françoise Laribe ? Bien sûr, je la revois, oui. C'est une femme assez extraordinaire, qui d'ailleurs a énormément travaillé avec les populations locales,
Enfin, c'est idiot ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. C'était la dernière personne à enlever pour. Je vais céder un quart d'heure, 20 minutes la parole à la salle, puisque la salle a forcément des questions. Et puis je vous poserai une dernière question ensuite. Et ça fonctionne, parfait. Donc, comme d'habitude, si vous voulez bien vous présenter et puis vous poser votre question. Très très bien, madame. Marie-Thérèse de Bourbon. Je me permets de poser une question à une femme qui est à la fois une femme de gauche et qui est en même temps Atomic Anne. On peut être constant tout en changeant de cap. Je pense au calmant, c'est-à-dire les énergies renouvelables, et je pense aussi à ces nouvelles minerais qu'on a découverts qui seraient beaucoup plus performants que l'uranium. Le thorium ? Le thorium. Pourquoi croyez-vous, madame, que la gauche, en ce moment, n'a pas pris de cap et qu'elle ne s'est pas prononcée sur cette question de façon convaincante? Alors le cas allemand est très très spécifique parce que c'est d'ailleurs très intéressant sur le plan culturello-politique de voir à quel point les réactions en Europe ont été hétérogènes après Fukushima. D'abord le cas allemand, si on reprend la genèse, c'est quand même des volte-face successives très, très compliquées à suivre. L'Allemagne a 19 réacteurs nucléaires. Les fait fonctionner. En 2000, ils décident de renoncer à leur utilisation avant 2018 parce que c'est dangereux. Alors déjà, première décision étonnante, si c'est dangereux, il faut les arrêter immédiatement. Vous n'attendez pas 18 ans pour fermer quelque chose de dangereux. Donc, décide de les fermer. 2011, Madame Merkel, nouvelle volte-face, décide d'allonger la durée de vie des centrales nucléaires allemandes. Fukushima, nouveau changement de la politique allemande, donc vous voyez qu'on en est au quatrième version, dit il faut tout arrêter, pas d'allongement de durée de vie, et on arrête les 8 plus anciennes. Ce qui est une décision totalement arbitraire. Pourquoi 8 ? Pourquoi pas 4 ? Pourquoi pas 10 ? Pourquoi pas... Enfin, alors, arbitraire, oui, mais très politique, puisque on est 10 jours avant les élections du Baden-Württemberg, fief de la CDU, menacé par les Verts, et où ils se disent, en annonçant ça, on va éviter de perdre le Baden-Württemberg. Résultat pratique, c'est le Vert qui est élu, ce qui montre que quand les gens ont choix, et ça je pense qu'il faut toujours y réfléchir sur le plan politique, quand les gens ont choix entre l'original ou la copie, ils prennent l'original. Donc à vouloir faire les Verts, ils ont perdu. Ils ont perdu très 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 sec. Enfin, le vin a été tiré, il faut bien le boire, les 8 sont arrêtés, et la discussion porte sur l'arrêt des suivantes. Donc l'Allemagne, c'est une situation très très compliquée. Mais quand vous prenez par rapport au post-Fukushima et une espèce de tsunami, tsunami émotionnel complet, quasi hystérique en Allemagne, tsunami émotionnel très fort en France, et vous regardez dans des pays très proches, la Grande-Bretagne. Bon, Grande-Bretagne, pourtant c'est une île, donc ce qui s'est passé pourrait les interroger plus. Grande-Bretagne, ils ont fait une analyse tranquille, ils ont expliqué qu'au mois de mai, voilà les leçons qu'on pouvait en tirer, ça ne changeait rien à leur plan nucléaire et à leur nouveau nucléaire, ils allaient continuer. La Pologne, qui n'a pas de nucléaire, mais qui a un grand plan à voter 3 mois après Fukushima, à 85% à la diète polonaise, le plan nucléaire futur. La Tchéquie, à côté de l'Allemagne, la Tchéquie a le plus gros appel d'offres aujourd'hui, 2+2 réacteurs nucléaires en Europe. Nouveau. Donc l'hétérogénéité des réactions est absolument incroyable. Alors, 2 mots sur le thorium dont vous parliez tout à l'heure. Le thorium, c'est bien vu de loin. Alors, le thorium, il n'y a qu'un seul pays au monde qui ait développé du nucléaire à partir du thorium sur une grande échelle, c'est l'Inde. Parce qu'ils n'avaient pas d'uranium, parce qu'ils étaient isolés par le fait d'avoir fait exploser leurs bombes et que personne ne voulait
commercer avec eux, ou n'avait le droit de commercer avec eux. Le thorium, dès que l'Inde a retrouvé une relation avec le reste du monde sur le nucléaire, ils se sont mis à développer l'uranium. Donc le thorium, c'est très très compliqué. Alors c'est les Norvégiens qui en font sans avoir de nucléaire du tout, les Norvégiens en font la promotion aussi, parce qu'ils ont énormément de thorium dans leur sous-sol. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas... Alors votre question, c'était la gauche et le nucléaire. J'y viens et j'y arrive. Il y a eu l'accord VRPS, et puis il y a eu tout un débat sur est-ce qu'on pouvait finalement échanger des centrales nucléaires contre des circonscriptions, avec d'ailleurs des Verts qui ne sont pas forcément toujours bienvenus dans les circonscriptions qu'ils ont obtenues. On voit bien que ça grince des dents de partout. Et puis François Hollande, au bout d'une dizaine de jours, a sorti une tribune dans Le Monde qui est son propre programme, en dehors du programme VRPS, sur le nucléaire. C'est quoi ? C'est on continue la construction de l'EPR, on continue le traitement recyclage, et on arrête un seul réacteur, qui est le plus ancien, celui de Fessenheim. Point. Construire des réacteurs neufs à des niveaux de sûreté très forts et fermer les plus anciens, je pense que c'est quelque chose, si c'est fait à un rythme adéquat, qui est assez logique. Donc moi, je suis assez à l'aise avec ça. Madame, et puis monsieur. Odile Bourguignon. Prenez-la. Odile Bourguignon. Le récent rapport de la Cour des comptes au sujet du nucléaire est tout de même fort intéressant. Elle nous met la France dans une situation ceux qui prennent des décisions en France, dans une situation particulièrement difficile. Est-ce que vous pourriez parler de cette affaire ? Écoutez, je pense que ça, c'est une question qu'il faut poser aux gens qui sont en exercice. Particulièrement difficile, non. Je pense que c'est vrai qu'on parle de montants considérables, puisqu'on parle à la fois des investissements du passé, des investissements des constructions, des investissements... Moi, je peux en parler, je dirais, du point de vue Areva. Areva a provisionné et a les actifs financiers pour faire tous les démantèlements de ces installations. C'est-à-dire que rien n'est laissé à la charge des successeurs. Nous avons tout provisionné, tout est en face. Toutes les centrales ? Nous, on n'a pas de centrale. Enfin, nous, oui, je dis encore nous. Areva n'a pas de centrale. Mais toutes les installations, LAG, Melox, Rodif, tout ça, tout a été provisionné. Et il y a des actifs financiers en face qui sont investis et qui correspondent exactement. Donc ça veut dire que c'est pas après moi le déluge et on verra bien dans 20 ans comment on fera. Alors c'est vrai qu'on est les bons élèves du système français et les bons élèves d'ailleurs du système mondial dans ce domaine. Mais j'ai toujours pensé que c'était ce qu'il fallait faire. Ça fait partie des choses auxquelles j'ai toujours tenu parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors ça veut dire que tous les ans, chez Areva, on regarde si effectivement il y a bien adéquation entre les provisions prises et les provisions nécessaires, et que si on découvre, pour une raison X, Y ou Z, que il est plus cher de démanteler que prévu parce qu'on n'avait pas vu tel aspect, etc., on reprovisionne et on remet des actifs financiers. Inversement, si on s'est trompé dans le bon sens, c'est-à-dire que si on a pris trop d'argent sur un sujet, eh bien on le reprend... Voilà, donc ça c'est... Monsieur. Merci monsieur. Bonjour madame, je viens vous demander deux questions. Une très personnelle, pour poursuivre la question d'Henri. Donc vous demandez le paiement des indemnités de licenciement. Vous faites des journaux actuellement, pas mal là-dedans. Comment ça se fait qu'il y a même un litige là-dessus? Si vous pouvez en parler, parce que c'est un problème juridique peut-être, mais ça nous paraît invraisemblable. Vous ne touchez pas ce qui était prévu contractuellement. Ça, c'est donc une question personnelle. Et la deuxième question, beaucoup plus générale, le titre de Figaro aujourd'hui, nucléaire, les installations françaises tiennent le choc, notamment grâce au parc nucléaire. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est la confirmation, une justification de toute la politique nucléaire depuis 10 ans? Merci. Oui,
tout ce qui concerne les indemnités, tout ça, ça me gêne toujours beaucoup parce que, bon, c'est vrai, en tant que mandataire social, on n'a pas de contrat de travail. C'est-à-dire que quand ça s'arrête, vous êtes... je ne suis pas aux acédiques, donc voilà. Alors, je ne suis pas la plus malheureuse du monde non plus, donc il ne faut pas non plus exagérer. J'ai droit, là aussi, de manière contractuelle, sans contrat de travail, j'ai droit à 2 ans de... Bon, alors, comme vous dites, ça paraît étonnant que ça ne soit pas réglé, et à un moment donné, je me suis dit que c'était pas... Alors pourquoi je ne le suis pas? C'est pas pour faire pression sur moi, mais c'est pour que je me taise. Mais ça, il y en a assez, quoi. Oui. Et ma deuxième question? Et votre deuxième question, j'ai pas lu le Figaro de ce matin, mais effectivement, c'est une façon de dire que on est dans les maximums de froid, là, donc voilà. Je pense que c'est effectivement une façon de reprendre un petit peu faire un peu de pub nucléaire, là, au passage. Comment on fait face au grand froid. Alors, c'est vrai que les grands froids, c'est quelque chose sur le plan énergétique de compliqué. C'est-à-dire que là, on a un anticyclone, il y a très très peu de vent. Donc, les éoliennes ne marchent pas. Le nucléaire, ça marche, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une façon de faire de la promotion un peu... Mais c'est amusant qu'aujourd'hui, les grands médias, c'est amusant parce que moi, il y a 10 ans, les grands médias n'étaient plus pro-nucléaire en France, étaient même plutôt anti-nucléaire. Donc c'est amusant de voir le Figaro qui fait de la promotion du nucléaire, là, au passage. Il y a quelques mois, était assis à votre place, Eva Joly. Qu'est-ce que... Non, vous avez failli vous étouffer, excusez-moi. Non, pas du tout. C'est à ma place. Qu'est-ce que vous pensez de sa campagne C'est la seule représentante des Verts, je crois, que je ne connais pas. Dont je ne la connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée. Ni dans son cabinet lorsqu'elle était juge d'instruction. Je n'ai pas eu ce bonheur. Non. Ça aurait peut-être été très dur pour moi d'ailleurs, parce que sachant ce que je faisais, ça aurait été d'autant plus difficile. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis particulier. Une autre question alors. Il y a 3 questions. Oui, bonjour. Écoutez, bonjour. C'est vous, merci. Oui, merci. Bonjour monsieur. Donc je suis consultant en mathématiques et recherche opérationnelle. Et, je travaille un petit peu sur le nucléaire actuellement. Et je suis quand même surpris de ne pas entendre parler de la filière surgénérateur et donc des réacteurs de future génération, ni par les politiques, ni par vous dans le cadre de ce... Mais pas poser la question. Voilà, donc je la pose parce que effectivement la défiance qu'on a vis-à-vis du nucléaire, c'est lié aux déchets, à l'évacuation des combustibles, aux déchets de longue durée. Donc ça, c'est un premier point. Et puis sur le site d'Arlit, justement, c'est un peu lié. Arlit, il y a eu des otages, mais il y a aussi une population au Niger, donc il y a qui visiblement a des problèmes liés à l'exploitation des mines sur place, donc des problèmes de santé publique. Oh là là. France Inter en parlait ce matin. Donc, oui, j'ai entendu. Pollution des puits, contamination, radon, etc. Moi, j'ai entendu ça ce matin, donc je pose la question parce que, voilà, dans la réaction du grand public vis-à-vis du nucléaire, ou que ce soit celle des médias, on a des évolutions qui, à mon avis, sont liées à ces problèmes-là. Alors, sur les surgénérateurs, ce qu'on appelle maintenant les réacteurs génération 4, on a donc 3 générations existantes. Première génération, c'était en France le graphite gaz. Deuxième génération, c'est le modèle Westing adapté France. Troisième génération, c'est l'EPR. Quatrième génération, c'est pas la génération qui va venir, qui vient après, mais qui va venir en fait à côté. Ce sont des réacteurs qui vont permettre non pas de produire de l'électricité en grande quantité pas chère, mais de permettre la régénération des combustibles, donc étendre énormément les ressources de combustible qu'on peut avoir, et puis permettre aussi, on verra d'autres usages, c'est-à-dire s'il y a des filières hydrogène qui se développent, faire de la chaleur, faire des réacteurs éventuellement aussi plus petits, permettant effectivement d'avoir un système plus réparti. Alors ces réacteurs, c'est plutôt pour 2025, 2030. Même si, alors pourquoi 2025-2030 ? C'est pas parce qu'on n'est pas prêt technologiquement, on pourrait aller beaucoup plus vite. C'est parce qu'industriellement, ça prendra ce temps-là.
entre les autorités de sûreté, la vente, le démarrage. Je pense que c'est 2030 le démarrage de ces réacteurs. Donc je pense moi je vois des parcs nucléaires pour les années 2050 où on aura 80% de réacteurs génération 3++, c'est-à-dire que tout ça va évoluer, et puis 20% de réacteurs génération 4, permettant effectivement des usages complémentaires. Alors aujourd'hui il y a un programme conjoint entre le CEA et Areva qui s'appelle Astrid, qui est effectivement l'étude de faisabilité de ces réacteurs de génération 4. Et puis il y a un programme international dans lequel sont rentrés, dans lequel est la France, les États-Unis, beaucoup de pays, pour effectivement lancer ces réacteurs de génération 4. Les Russes sont assez avancés aussi, et les Indiens sur ces sujets. Sur Arlit, c'est une ville qui est au nord près d'Agadez, au nord du Niger. C'est une ville champignon du désert qui est née dans les années 60 au moment de l'exploitation des mines. Donc il y a deux mines, une mine souterraine d'uranium et une mine aérienne, enfin une mine à ciel ouvert, open pit, sur les deux, à côté d'Arlit. Je pense que ça me met toujours très très mal à l'aise. La façon dont vous parlez du sujet, qui correspond à ce qu'on dit dans les médias français parfois, me met toujours très mal à l'aise parce que il faut se remettre dans la situation du Niger. Le Niger, c'est l'avant-dernier pays le plus pauvre du monde. Donc je crois que c'est la Sierra Leone qui est le dernier. C'est un pays donc incroyablement pauvre, avec une démographie extrêmement importante. Et Areva et les mines d'uranium, c'est le premier poste budgétaire. C'est la première ressource budgétaire. Alors, toute la zone, d'abord, parce qu'il citait la CRIRAD comme source d'information, et la CRIRAD est venue travailler pour Greenpeace. La zone, la zone d'Arlit, si vous y allez, c'est incroyable. Ce sont deux villes champignons qui ont attiré, aujourd'hui il doit y avoir, 150 000 personnes. C'est une espèce de gigantesque conurbation où les gens arrivent. Alors, Areva est responsable de ses salariés qui sont très très bien payés par rapport à tout le système. Les salariés font vivre des gens, qui font vivre des gens, qui font vivre des gens. Alors quand j'entendais ce matin sur France Inter qu'il y avait des déchets miniers dans toute la ville, etc., c'est parfaitement faux. On a eu un problème, c'est pas des déchets miniers, c'était je dirais de la récupération que faisaient certains salariés de bouts de ferraille ou de choses comme ça, qu'ils sortaient de l'enceinte minière et qu'ils réutilisaient en ville. Alors ça, effectivement, c'est pas des déchets miniers, c'est quoi ? Vous avez de la poudre d'uranium dessus. Donc c'est effectivement un tout petit peu radioactif, mais c'est pas non plus de radioactivité extrême. Alors il y a eu la chasse aux ferrailles et puis là-dessus, mais la transformation du propos. Alors en même temps, nous sommes dans des zones d'extrême pauvreté, d'une très grande pauvreté. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont rattrapés par le réchauffement climatique. Vous avez une désertification totale. C'était des pasteurs qui avaient des troupeaux. Vous avez une sécheresse terrible, une année sur 3, qui fait qu'ils sont obligés de vendre leurs troupeaux, de les manger. Donc la pauvreté croissante et la concentration de population autour de ces deux oasis, je dirais, de création de richesse, est un truc absolument atroce. Donc le sujet, c'est pas la radioactivité. Le sujet, c'est sociologiquement, vous êtes dans un système effrayant. Alors la seule façon de s'en sortir, à mon sens, c'est le tourisme. Et hélas, et c'est là où on est piégé dans un truc, le tourisme, vous êtes à 5 heures de Paris, il fait chaud l'hiver, et vous avez des choses en Jeep extraordinaires, vous avez des peintures rupestres, vous vous baladez dans le désert, c'est splendide. Bon, seulement depuis qu'il y a Acme, il n'est plus question d'aller faire du tourisme. Et Acme, d'ailleurs, joue bien là-dessus, puisque le tourisme serait la seule façon de ne pas radicaliser les populations. Donc on est dans un truc, dans un enfermement. Alors, les histoires de la CRIRAD avec sa ferraille radioactive, ils sont bien mignons, mais ils sont à des années-lumière de la réalité sociologique et sociale du pays.
Il reste 4 minutes. 4 minutes, 2 questions. Vous posez rapidement votre question. Et puis, monsieur, tout à fait à droite, oui. Et alors, au passage, nous nous honorons quand même de faire 25% des dépenses de santé du Niger, c'est-à-dire que il y a 2 hôpitaux, tous les gens qui viennent sont soignés. Allez-y. Ce qui n'est pas tout à fait non plus la vocation d'une entreprise. Monsieur. Bonjour, je suis Mark Rehtonen de l'Université de Sussex en Angleterre et Paris-Est, Marne-la-Vallée. Et je suis finlandais d'origine, donc j'aurais énormément de questions à poser, par exemple sur le son. Voilà, une seule et 30 secondes. Désolé. La question que je veux poser, c'est sur ce qu'on peut appeler la démocratie et le nucléaire. Et disons, partant du constat d'une existence d'une technocratie, ce qu'on appelle parfois la nucléocratie française, qui est bien connue pour sa non-transparence et opacité. Et c'est un peu l'image qu'on a donnée à ce corps en France. Et moi, je dirais que c'est un peu pareil en Finlande et dans beaucoup de pays, que le nucléaire est un sujet très difficile à décider d'une manière ouverte et démocratique. Donc la France, c'est juste un exemple extrême, déjà par la taille de l'industrie nucléaire. Donc comment vous voyez le rôle de contre-expertise, par exemple, qui s'est développé un peu en France, vous avez mentionné Kriegrat, etc. Et finalement, quels sont les atouts et les inconvénients de l'existence de cette nucléocratie et quel est l'avenir? Comment vous voyez-vous la démocratie et l'expertise, le rôle de l'expertise dans la prise de décision? Merci, monsieur. Alors, oui, moi, quand je suis arrivé chez Cogema en 1999, je peux attester que c'était un bunker. Il y avait une direction de la communication avec 40 personnes. On ne répondait pas aux questions des journalistes parce que si on répondait, on reconnaissait qu'il y avait un problème. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de changer complètement cette mentalité, cette culture, d'ouvrir, je dirais, portes et fenêtres. On a installé des webcams dans les usines, puisque les gens voulaient voir ce qui se passait. Alors on nous les a fermés après le 11 septembre, sur le thème... et surtout, on a fait... moi j'ai fait énormément, et on a toutes les équipes, énormément de débats. D'abord, vous ne choisissez pas vos opposants. Une fois que vous avez accepté ce fait, et qu'il faut débattre avec tout le monde, alors vous avez... très classiquement, vous avez des antinucléaires virulents, vous appelez ça nucléocratie, je ne sais pas comment il faut appeler ça, vous avez pro-nucléaires virulents, et puis vous avez plein de gens qui ne savent pas trop entre les deux. Ça dépend, ils sont un peu... Bon, je crois que ce qui est fondamental, c'est de débattre avec vos adversaires, vos opposants, mais en même temps, il faut aussi répondre je dirais, à toutes sortes de gens qui s'y intéressent un peu, mais pas beaucoup, ça dépend des fois, qui ont des idées, qui peuvent varier, Et puis fondamentalement, accepter que le nucléaire peut faire peur, comprendre les émotions, comprendre les... Trop longtemps, moi je dirais que le nucléaire, ça a été un truc d'hommes, fait par des hommes pour des hommes. Et donc, la discussion du nucléaire était uniquement basée sur la rationalité. C'est-à-dire, c'est comme ça, nous savons mieux que vous, forcément, puisque c'est notre métier, nous savons mieux que vous, donc on va vous l'imposer. Et le résultat d'ailleurs étant assez intéressant, c'est que dans tous les pays, alors c'est au Japon que la différence est la plus grande, la différence d'acceptation du nucléaire, elle est le fait principalement des femmes. Vous savez, au Japon, c'est 25% de différence entre hommes et femmes. Bon, l'idée de dire, mais attendez, c'est pas moi qui vais vous expliquer ce qu'il faut penser, mais parlons-en, dites-moi vous ce que vous pensez, dites-moi quels sont vos problèmes par rapport à ça, ce que vous ressentez, Là, on sort de la nucléocratie. Alors, je dois dire que quand j'ai fait ça, quand j'ai lancé ça, ça n'a pas été forcément un tonnerre d'applaudissements chez des gens qui étaient plus traditionnalistes. Je pense que c'est indispensable. Et je pense qu'on ne peut développer du nucléaire que dans l'acceptation du public. Et qu'on n'est absolument plus dans les années 60 ou 70, où c'est bien pour vous et c'est comme ça. D'ailleurs, dans les pays où ça se passe encore comme ça, là où le jour où il y a un pépin, ça se passe très mal. Parce que c'est finalement, j'avais confiance en vous a priori, vous avez trahi cette confiance, c'est fini.
Donc je pense que la base, c'est une autorité de sûreté extrêmement forte, une autorité de sûreté très indépendante, une autorité de sûreté qui connaît aussi la technologie, c'est-à-dire qui est compétente, hein, et qui vient vous challenger sur vos propres plates-bandes, hein, pas des théoriciens du droit, des gens... Et ce que je crains aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand il y a eu le débat après l'accord vert-PS, etc., on est retombé, moi ça m'a beaucoup frappé, on est retombé dans les stéréotypes. Quand on a entendu le président d'EDF dire le nucléaire c'est 1 million d'emplois en France. C'est pas 1 million d'emplois en France, c'est pas vrai. Donc je veux dire, il faut dire la vérité. Non, il faut faire très attention à ne pas retomber dans une espèce de système facile où allez hop on se referme, on a raison, on ne doit rien à la société, le sociétal c'est un détail, et mettons-nous d'accord entre nous. Et ça, je trouve qu'on est un peu en train de revenir vers ça. Et ça m'inquiète. Parce que c'est pas bon. Pardon ? Alors, c'est 125 000 emplois directs. Et c'est en tout, avec les emplois indirects, etc., c'est 400 000. C'est déjà beaucoup. C'est pas la peine de dire 1 million. Dernière question, monsieur. Oui, madame, une question. On parle, Christian Villette, je me suis occupé dans ma carrière au ministère de la Défense de la prolifération nucléaire dans le passé. Et ma question est celle-ci. On parle, en ce qui concerne les ressources pétrolières, de peak oil. Existe-t-il un pic uranium ? Et puis le deuxième aspect, c'est une petite note amusante pour vous qui m'avait beaucoup séduit. Aux Antilles, quand on veut faire tomber les mangues des fruits, et des arbres, on dit on jette des pierres. Et il y a un proverbe qui dit en créole, on ne jette des pierres que sur les arbres qui portent des fruits. Votre première question, vous voyez, les mangues m'ont traumatisé. C'est les pics. Peak oil. Ouais. L'uranium, il y en a beaucoup. Quand on était à 7 $ la livre, je le disais, pratiquement aucune production minière sortait à ce prix-là. À 50 $, vous avez grosso modo 70 ans de réserve. Si vous êtes à 100, 150 $, vous êtes à encore plus de réserve. Si vous êtes à 200 $, alors vous me dites oui, mais alors ça peut être effrayant en termes du coût du nucléaire. Non. Une centrale nucléaire, c'est aussi gros, même parfois plus gros qu'une centrale thermique, sauf que vous mettez une toute petite quantité de matière à l'intérieur. Vous mettez 18 mètres cubes d'uranium dans une centrale nucléaire, elle va fonctionner 3 ans. On en met très très peu. Donc vous pouvez avoir un doublement, un triplement du prix de l'uranium, comme ça compte que pour 5% du coût du kilowattheure, ça changera vraiment marginalement le coût du kilowattheure nucléaire. Donc vous pouvez avoir, je sais pas, on peut imaginer un uranium à 300 $, le nucléaire reste totalement compétitif. Alors dans les années 70, parce que dans les années 70, le club de Rome, tout ça, il y a eu un traumatisme collectif très important sur on va manquer de ressources. À l'époque, donc il y a eu les surgénérateurs qui permettent d'étendre. Alors l'utilisation des surgénérateurs permet grosso modo de passer des 70 ans connus d'aujourd'hui à 3500 ans. Le recyclage permet de passer de 70 à 100 ans, systématique. Et puis, il y avait eu un travail. Alors à l'époque, on disait qu'il faut que l'uranium soit à 150 $. Alors avec l'inflation, tout ça, mettons 300 $ au jour d'aujourd'hui, vous avez l'uranium de l'eau de mer. Vous avez beaucoup d'uranium dans l'eau de mer. On pourrait extraire l'uranium de l'eau de mer. Donc vous voyez que on n'est pas très très inquiet parce que extraire le pétrole de l'eau de mer, ça c'est pas très faisable. Extraire l'uranium, oui. Donc voilà. Donc je pense pas que l'uranium soit le sujet limitant dans le système futur. Merci Anne Lauvergeon. Et je prends. Vous ne pourrez pas me le dire en créole, votre. Non. Alors, oui, mais votre réaction, c'est 15 secondes. Allez-y. Zutan, ancien président et vice-président de l'Alliance internationale. Monsieur. Vous accueillez dans 65
questions ont été posées, je crois, au sujet de l'énergie. Je ne sais pas, pour l'avenir de l'énergie, est-ce qu'il y aura, on continue en énergie nucléaire, démantèlement ou non, etc. Bon, je ne suis pas spécialiste, je ne vous pose plus de questions. Une simple remarque. Vous qui êtes parmi les 100 premières personnes influentes dans le monde, je regrette simplement que vous n'ayez pas accepté de devenir ministre de l'économie et des finances, comme vous avez parlé tout à l'heure, parce que vous auriez su peut-être les travaux de la commission de terminologie économique financière, dont je suis l'ancien secrétaire général. J'ai remarqué que pendant votre conversation avec l'animateur, vous avez parlé 3-4 fois de start-up, stock option. Or, notre commission terminologie a trouvé ces termes-là, et je suis très fier de vous dire que c'est moi-même l'inventeur de Jeune Pousse qui remplace le start-up que vous Très bien. avez défini comme les compagnies, je sais pas, les entreprises à croissance très rapide, c'est ça. Merci beaucoup. Les options sur titres et obligations. Merci pour votre remarque, Monsieur le Président. Je prends note. Elle prend note. Mais donc, dans vos futures interviews, puisque vous êtes aussi le conseil de surveillance de la Libération, un journal très influent comme Le Monde, et j'ose espérer que vous parlerez des jeunes pousses au lieu de start-up. Mais il y a du travail, il y a du travail dans les mentalités à faire, n'est-ce pas? Je crois que. Est-ce que Madame Lauvergeon, merci de nous avoir consacré 1h30. Si François Hollande, dans quelques mois, est élu à la présidence de la République et qu'il vous propose à nouveau d'occuper Bercy, je n'ai les si, non. Si, je fais pas. Moi, je vis l'instant présent. Je suis passionnée par ce que je fais. Vous venez de parler de libération. Je pense qu'il est très important d'avoir une presse libre en France. Et donc, on s'y emploie. Mais non, je suis... Et vous avez parlé avec passion. Merci. Merci. Merci beaucoup à Lauvergeon. Comme disait monsieur, vous nous avez beaucoup séduit avec vos paroles, vos précisions, vos confidences. Merci Henri Weil d'avoir su une fois de plus si bien préparer ce débat. Merci beaucoup messieurs, dames. Je vous donne rendez-vous à notre prochain petit déjeuner qui aura lieu au mois de mai prochain autour du sujet des printemps arabes. Merci beaucoup et bonne journée.